Du 21 au 26 mai, une délégation régionale de la région Sud, composée de responsables politiques et chefs d'entreprise, effectue un voyage officiel en Israël et dans les territoires palestiniens. L'occasion de découvrir de nombreuses innovations qui auront un impact dans nos vies futures. Et pour en parler, nous accueillons Bernard Klenhoff, conseiller régional, président de la commission développement économique et digital, industrie, export, attractivité et cybersécurité, président de Rising Sud, ainsi que Lionel Stora, président du Fonds social juif unifié Marseille-Provence. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. La première étape de ce séjour a été la visite du centre Shimon Peres pour la paix et l'innovation, ONG qui mène une dizaine de projets dans des domaines aussi variés que l'éducation, la médecine, l'économie et bien d'autres. Et toutes ces actions ont débouché sur des succès. Ce centre de l'innovation, c'est, je dirais, une des merveilles de ce pays. Et ce qu'a conduit Shimon Peres au cours de sa vie débouche sur l'ensemble de ces innovations, de ces startups et de l'avance technologique qu'ont pu acquérir ces entreprises dans de très très nombreux domaines. Mais on aura l'occasion d'y revenir puisque la base de notre voyage était les techniques et les technologies liées à l'eau, qui était une vraie problématique maintenant dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus largement en France, ainsi que les sujets d'écomobilité, puisque la mobilité, comme dans toutes les villes côtières, est un réel problème. Et nous le connaissons à Marseille, à Toulon, à Nice. Et aujourd'hui, on trouve des partenariats ici qui vont nous permettre d'avancer sur ces sujets. Alors dimanche, la délégation a pu échanger avec le groupe DEX, composé d'experts israéliens et palestiniens. Ceux-ci travaillent depuis 2004 sur de nombreux thèmes liés au processus de paix et ont l'oreille de nombreux acteurs tels que la Commission européenne, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Qu'est-il ressorti de cette rencontre ? Bien, vous savez que le président Muselier est extrêmement attaché au rôle diplomatique que doivent jouer les régions qui sont des acteurs majeurs de notre organisation territoriale. Renaud Muselier est un ami de la paix, c'est un homme qui aime additionner les compétences et son idée de base, et ce qu'il en ressort en premier lieu, c'est que si on veut avancer sur ces sujets, il faut d'abord se parler, c'est ce qu'il est venu faire avec eux, et si on se parle, il faut qu'on le fasse en amitié, c'est-à-dire également d'aborder les sujets qui fâchent, et les sujets qui fâchent, le président Muselier les aborde assez facilement, et ces échanges à trois, je dirais, puisqu'il a une bonne connaissance de l'Union européenne. Je vous rappelle qu'il a été secrétaire d'État aux Affaires étrangères, mais aussi député européen. Ça lui permet d'avoir ce type de relations et d'échanges. Et il en ressort que oui, l'éducation et le développement technologique sont des éléments qui peuvent contribuer très largement à la paix. Alors le forum d'affaires French Tech Israël, qui avait lieu lundi à Tel Aviv, a réuni divers entrepreneurs. Y a-t-il de bonnes opportunités en Israël pour les entreprises de la région sud actuellement ? Alors oui, mais il y a aussi de très bonnes opportunités pour les entreprises israéliennes dans notre région. Alors ce qu'on essaie de développer, ce sont souvent des investissements et des partenariats croisés de façon à ce qu'une nouvelle implantation d'une entité israélienne dans notre région, comme il en existe déjà quelques-unes, la plus récente étant Space Pharma, ces spécialistes des études médicales et des analyses médicales dans l'espace. Eh bien, l'idée globale de ces partenariats, c'est de faire en sorte que la valeur ajoutée, qu'elle soit financière ou intellectuelle ou innovante, soit des deux côtés des territoires, aussi bien en région pour la nouvelle implantation qu'ici en Israël pour le développement de l'entreprise sur sa base. Et l'on trouve en Israël un écosystème de l'innovation unique au monde. Alors le tourisme doit aussi se transformer pour devenir plus durable. L'objet de ce séjour était aussi de suivre les tests réalisés par l'entreprise israélienne Keren Energy grâce au pôle Cap Énergie. Ah oui, alors on a visité un hôtel, puisque c'était le sujet d'un financement porté par l'Europe. Alors c'est un financement qui concernait 3 pays, donc la France au travers de son pôle de compétitivité Cap Énergie, l'Espagne et Israël, pour que des opérations et des actions soient menées dans des hôtels. Et nous, il se trouve que celui que nous avons vu était une auberge de jeunesse, des opérations qui vont dans le sens de la durabilité du climat. Et l'expérience que nous avons vue, c'est le monitoring des consommations électriques dans l'hôtel au quotidien, qui ont fait baisser les consommations de 30%, parce qu'on se rend compte que quand on les mesure et qu'on en attend un résultat, bien les acteurs que sont les occupants de l'hôtel, que ce soit les personnes qui travaillent ou les touristes,
eh bien tout le monde joue le jeu et la consommation, je vous dis, a été améliorée de 30%. La deuxième étape, c'est qu'ils vont essayer et ils vont mettre en œuvre les mêmes opérations sur les consommations d'eau. Mardi, nos entreprises régionales étaient bien représentées lors du salon EcoMotion de Tel Aviv dédié à la mobilité intelligente. Quelles sont les avancées dans ce domaine? Alors, les éléments que nous avons rencontrés sont essentiellement sur les véhicules électriques, deux éléments. Des éléments sur la manière de recharger les véhicules avec une entreprise en particulier qui le recharge par induction, et c'est un petit peu le fonctionnement qu'on retrouve dans nos tramways, que ce soit à Nice ou à Bordeaux. Et là, il s'agit de le développer pour des véhicules aussi bien en roulant qu'en parking. Et puis aussi on a vu une démonstration assez intéressante sur de la gestion d'embouteillage, je vais dire, où les mesures et les observations en temps réel de certains carrefours stratégiques dans une ville, le tout appuyé par l'intelligence artificielle, font qu'on arrive à synchroniser les feux de circulation de façon à fluidifier ces bouchons, par exemple. Puis d'autres choses sur l'amélioration des performances des batteries électriques, des choses multiples et variées, start-up israéliennes qui peuvent trouver leurs débouchés commerciaux sur notre territoire régional. Et force est de constater la saine émulation dans ce domaine, puisqu'en 2021, la start-up israélienne Air dévoilait sa voiture volante électrique. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Je vais maintenant passer la parole à Lionel Stora, président du FSJU. Écoutez, moi je voudrais juste dire au nom du Fonds social du Finifié à quel point on est ravis de l'initiative du président Muselier, le remercier. Et puis comme la thématique c'est quand même l'eau, la thématique de cette délégation, réexprimer en quoi c'est extrêmement concret, puisque l'eau est un sujet majeur actuellement, en particulier en France, depuis toujours en Israël, et on se rend compte effectivement de la puissance des échanges quand on parle autour des sujets de l'eau. Et c'est aussi une passerelle, on a parlé effectivement de partage, on a parlé effectivement de tisser des liens, de resserrer les liens. C'est à travers des initiatives comme celle-là, à travers des sujets concrets, qu'on pourra effectivement aller de l'avant. Donc on a beaucoup à apprendre effectivement des Israéliens, beaucoup à apporter certainement aussi. Et c'est tout l'intérêt de cette délégation qui est extrêmement large, extrêmement plurielle, comme vient de l'expliquer Bernard. Tout à fait, la gestion de l'eau et celle de l'énergie a toujours été une question de survie pour Israël qui s'est imposé comme leader en la matière. Quelles solutions innovantes et transposables dans notre région avez-vous découvert via la Compagnie nationale des eaux Mekorot? Il y a un sujet qui nous a passionnés, et c'était l'objet d'ailleurs de la présence de Fabienne Joly, notre conseillère régionale présidente de la Société du Canal de Provence, c'est les taux de réutilisation des eaux usées qui sont extraordinaires dans ce pays et qui, on le sait, donnent des résultats puisque ça existe depuis plus de 30 ans. Et s'il y avait des conséquences fâcheuses qui pouvaient avoir lieu sur la santé humaine, je pense qu'on le saurait depuis longtemps. Effectivement, l'entreprise Bermad est pionnière dans ce domaine. Alors l'agriculture doit répondre à un défi, celui de nourrir une population en expansion, tout en étant respectueuse de l'environnement. Vous avez pu mesurer l'expérience israélienne en termes d'irrigation intelligente et d'agriculture de précision? Oui. Alors, je te laisse la parole. Cette agriculture est déjà exploitée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous le faisons entre autres avec la Société du Canal de Provence. Et aujourd'hui, la devise est simple, il faut qu'on fasse plus et mieux avec moins. Et c'est ce à quoi s'emploie cette entreprise qui nous démontre ses performances au quotidien, en particulier sur un sujet qu'elle maîtrise depuis de très très nombreuses années, sur le goutte à goutte. Eh bien, merci pour cette interview riche de sens. Du 25 mai au 11 juin, le parc de Maison-Blanche accueille une exposition sur les arts éphémères. Ce rendez-vous incontournable de la création contemporaine s'inspire du thème essai. Et pour en parler, nous sommes avec Isabelle Bourgeois et Martine Robin, commissaires de l'événement. Bonjour à vous. Bonjour. Cet événement se démarque des autres car hormis les artistes reconnus nationalement et internationalement, vous faites aussi la place aux jeunes créateurs. Absolument. Jeunes créateurs artistes et jeunes créateurs futurs artistes, puisque certains sont encore à l'école d'art à Marseille. Et ça a été une volonté dès le départ, portée d'ailleurs par Anne-Marie Destiendorf, la maire actuelle de la mairie du 9-10,
Et quand elle a imaginé cette manifestation, tout de suite, l'école d'art de Marseille a été associée de très très près. Et ils étaient vraiment. C'est un partenariat depuis le début avec l'école d'art de Marseille. Il fallait oser, et l'on apprend d'ailleurs beaucoup de la jeunesse. Et vous accueillez aussi des scolaires. Oui, alors depuis le départ, effectivement, l'importance de pouvoir associer les usagers de ce parc magnifique, hein, c'est un des plus beaux parcs de Marseille quand même, il faut le reconnaître, qui est très fréquenté par beaucoup de familles, mais au-delà de cela, il y a beaucoup d'écoles avoisinantes qui sont invitées à suivre des médiations, c'est-à-dire que un médiateur culturel accueille des groupes et fait la visite avec des enfants. Et aujourd'hui, on apprenait que la semaine dernière, il y avait déjà 2500 inscrits et que ça va aller encore au-delà de ce chiffre qui est déjà quand même assez impressionnant étant donné que les arts éphémères ne durent que 10 jours. Il faut inciter en effet les enfants à travailler leur sens artistique. Alors les artistes évoquent leurs préoccupations et évidemment l'environnement est au centre de ces préoccupations chez de nombreux artistes d'ailleurs. Oui, je crois que de toute façon, actuellement, et on peut dire hélas, nous sommes tous percutés par le changement climatique. On voit aussi depuis plusieurs années que je dirais que cette inquiétude nous percute automatiquement à la réflexion des artistes sur ces sujets-là. Donc, avec Martine, plus spécifiquement cette année, on peut parler du travail de Rebecca, qu'elle a appelé le sang des glaciers. Il se trouve que je m'occupe aussi dans le Var d'un jardin remarquable, donc je travaille avec des jardiniers tout au long des journées. Et elle a travaillé sur cette algue microscopique qui maintenant se développe sur des glaciers entre 2000 et 3000 mètres et qui rougissent au soleil tout simplement pour se protéger des UV du soleil. Voilà. Il y a aussi cette volonté de générer une prise de conscience du modèle sur lequel notre monde s'appuie. Je veux parler de l'œuvre d'Antoine Bondu. Oui, alors l'œuvre d'Antoine Bondu, elle répond aussi de façon magistrale à la thématique de cette année, qui est donc Essai, où on pousse les artistes à expérimenter de nouvelles choses, de nouveaux dispositifs. On les encourage vraiment à faire de tentatives qui sont porteuses, bien sûr, d'amélioration, hein, puisque c'est l'idée même de l'essai. On s'essaye et on recommence jusqu'à avoir une amélioration, mais en essayant d'être détaché du résultat. C'est plus la démarche qui nous a intéressés. Et Antoine, quand il s'essaye à ces sculptures, bien sûr in situ, puisque, comme il le dit si bien, il tente de rapprocher des états de la matière. Là, en l'occurrence, il propose une poutre de 3 mètres qui repose en fait sur un rocher et qui a été coulée dans du béton et qui en fait a été décoffrée avant d'être sèche. Donc ça produit en fait une sculpture qui épouse aussi le relief et qui est en équilibre sur cette roche et qui est placée de magnifique façon sur un dévers que nous propose le parc et que l'on voit à partir du parvis du parc de Maison Blanche et qui sous-entend aussi tout l'engagement de cet artiste pour créer cette pièce, mais qui est à l'image en fait de l'engagement de tous les artistes. Et on est encore dans des valeurs sportives, n'est-ce pas? Puisque c'est aussi le point commun qu'on trouve entre le milieu du sport et le milieu de l'art, en fait. C'est que chacun doit s'engager corps et âme dans leur activité réciproque. Et certains artistes ont clairement fait référence à cette temporalité post-Covid. Je pense à la production de Raphaël Hémine, dont les œuvres sont habitées par des végétaux ou colonisées par des insectes et des bactéries.
Oui, et je voulais aussi revenir très rapidement sur Antoine Bondu par rapport à une des questions précédentes sur l'environnement, parce que il dénonce aussi dans sa pièce cette utilisation effrénée du béton, et qui là, en l'occurrence, c'est du béton qui s'effondre. Donc ça fait écho justement, entre autres, au récent tremblement de terre en Turquie. Aussi, et Raphaël Lemine, comme l'avait fait d'ailleurs l'année dernière Pascal Silva, beaucoup d'artistes maintenant, surtout ceux qui travaillent la terre, essaient aussi que leurs œuvres soient hospitalières pour la faune et la flore, parce qu'ils laissent leurs œuvres comme... Alexandre et Paul le font aussi avec leur grand vitrail en caramel. Donc ça propose une hospitalité aux insectes pour coloniser ces pièces-là. L'imagination des artistes est débordante. Et puis, vous l'avez évoqué, je ne saurais faire l'impasse sur cette idée signée Paul Chauchois et Alexandre Nicole à base d'ingrédients alimentaires. Dites-nous tout. Alors, effectivement, c'est un très beau duo qui s'est formé suite à une rencontre sur une exposition. Donc, c'est ce que ça apporte aussi, les arts éphémères, hein, c'est de faire émerger des choses. Et là, donc, en l'occurrence, le duo Paul Chauchois et Alexandre Nicole, qui ont créé une sorte de panneau publicitaire, puisque ça en a les atours, mais en fait c'est un panneau qui est réalisé en sucre, qui renvoie à une image dégoulinante, j'ai envie de dire, puisque c'est des toboggans sur les paquebots et les navires de croisière qui sont proposés aux enfants, et comme ils le disaient eux-mêmes, ils ont vu aussi tous ces enfants et tous ces usagers dans le parc. Mais là, on va pas s'adresser aux enfants, même si c'est une sucette géante en vérité, hein. C'est plutôt effectivement que ce soit colonisé par les insectes, puisque l'idée c'est que ça va s'effondrer. D'ailleurs, le vitrail est un petit peu fêlé déjà maintenant. Ça va se dissoudre avec le temps, et ça va aussi attirer beaucoup d'insectes qui viendront se repaître de ce sucre qui dégouline. Reste à savoir si cette œuvre résistera aux tentations des visiteurs. Alors si l'art nous aide à développer notre esprit critique, il semble aussi nous donner une leçon de vie. C'est un petit peu le sens de l'œuvre de Rodrigue Lambert Moreno, qui permet de saisir que l'échec peut être aussi synonyme de réussite. Et dans un autre genre, j'évoquerai aussi le travail de Madly Schott, qui fait référence à l'esprit de résilience. Aussi, et Madly est tellement juste aussi dans la proposition qu'elle apporte par rapport au parc, parce qu'elle s'est présentée ainsi, et ça nous fait vraiment plaisir. C'est-à-dire qu'elle est artiste, mais elle vient aussi d'une pratique sportive, elle l'a dit, et de la danse, et ça permet, je pense, très sincèrement, je pense que cette œuvre va être mise va être activé par le public, par le public, et je crois qu'ils vont tous s'essayer aux propositions qui sont induites par les différents petits socles qu'elle a installés. Oui, et sans doute, prendre du temps, lâcher, réfléchir, etc. Alors évidemment, l'un des temps forts prochainement sera la Coupe du Monde de rugby, et l'exposition y fait un clin d'œil. Exactement. Alors c'est au monde du rugby plus précisément, mais c'est vrai qu'au départ on voulait, comme habituellement avec Isabelle, trouver un écho avec l'actualité culturelle de notre territoire, et on pensait aux Jeux Olympiques de 2024 que tout le monde a à l'esprit, puisque bon nombre d'acteurs et d'artistes travaillent actuellement sur des projets pour les futures Olympiades. Donc l'idée, c'était de pouvoir amorcer ce temps sportif, et avec Isabelle, on a
une culture commune du rugby. Donc effectivement, c'est vers le rugby que notre choix s'est porté. Et l'idée de proposer ce terme polysémique de l'essai permettait aussi de voir plus loin, d'anticiper sur l'année prochaine avec l'idée de transformer cet essai. Et là, je veux faire un clin d'œil encore une fois aux ateliers publics, puisque ils ont pris le mot essai à la lettre, puisqu'ils nous ont proposé un ballon de rugby à 15 qui est devant des cages et qui ne demande qu'à transformer cet essai. On espère que l'équipe de France transformera aussi l'essai lors de la prochaine Coupe du Monde. Eh bien, merci pour cette interview en duo. Je précise aussi que cette exposition vient d'être labellisée Olympiade culturelle et qu'elle est accessible librement tous les jours de 9h à 19h dans le parc de Maison-Blanche. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site art-du6éphémère.fr. Merci à vous deux.